Allez, on vous parle à présent du PEA, le plan d'épargne en action et de toutes ces nouveautés qui le concernent. Bonjour Gilles. Bonjour David. Gilles Pouzin, donc fondateur du site de presse en ligne deontophiles.com. Déjà un petit mot dans 2 secondes, parce que vraiment ce qui nous intéresse, c'est les nouveautés, tout ce qui est devant nous. Mais le PEA, en matière de fiscalité, c'est toujours plus favorable que le compte titre, parce qu'avec la flat tax, est-ce qu'il y a un débat ou Oui, bien sûr. Bien sûr. Le plan d'épargne en action, il faut le rappeler pour les plus jeunes générations qui ne l'ont pas créé lors de leur création. Le PEA a été créé en septembre 1992. Donc, ça fait 36 ans maintenant, Ouais. 26 ans, pardon, 26 ans que le PEA existe. Et ce PEA, c'est une enveloppe formidable qui est peut-être un petit peu moins que ça l'était le cas en 1992, puisqu'il y avait à l'époque zéro impôt sur les plus-values, sur les revenus, zéro prélèvements sociaux. Ouais. Et donc, avec la création de la CSG en 1996, de la CRDS dans la foulée, et donc ce qu'on appelle aujourd'hui les prélèvements sociaux, plus aucun placement, à part le livret A et quelques livrets réglementés, mais c'est autre chose, ça. plus aucun placement n'échappe aux prélèvements sociaux. Donc le PEA, comme l'assurance vie, aujourd'hui Mais dans le match, reste soumis aux compte prélèvements titre sociaux. PEA, qui l'emporte à coup sûr? Eh bien, le PEA, bien sûr, puisque le PEA, en dehors de ces contraintes qu'on peut rappeler, mais qui ne sont pas, à mon sens, des contraintes excessives d'investissement, eh bien, et de durée, eh bien, le PEA, aujourd'hui, les gains, que ce soit les revenus ou les plus-values, ne sont taxés qu'aux prélèvements sociaux, alors que sur le compte titre, même si avec la volonté de simplification de la fiscalité, ce qui est un terme qui est toujours un petit peu étonnant, quand on voit les complications que ça crée de rajouter des couches supplémentaires, mais en tout cas avec la création du prélèvement forfaitaire unique par le gouvernement d'Emmanuel Macron en septembre 2017, eh bien aujourd'hui, depuis 2018, pour les titres sur un compte titre ordinaire, on a le choix de l'ancien régime ou du nouveau régime du prélèvement forfaitaire unique à 30%. Ce PFU à 30%, c'est à la fois les 17,2% de prélèvements sociaux qu'on a dans le PEA, plus 12,8%. Donc de toute façon, même avec le PFU de 30%, on a 12,8% de taxes en plus qu'on n'a pas dans le PEA, d'une part. Et même ensuite, en prenant l'ancien régime, eh bien, l'ancien régime, c'est quand même avec certains abattements, mais taxation à l'impôt sur le revenu, et ce n'est pas plus intéressant que le PEA. Bon, l'actualité, c'est de savoir ce qui va changer dans les semaines à venir avec le PEA. La loi Pacte prévoit pas mal de choses. Une relance du PEA, Très on peut le dire comme intéressante. ça, est attendue. Très intéressante, parce que c'est vrai que le PEA, malheureusement, malgré ses avantages, s'est essoufflé un peu ces dernières années. Il avait connu un grand succès dans les années 90 et surtout les années 2000, début des années 2000, avec les grandes privatisations qui avaient fait venir beaucoup d'actionnaires. On était 6,3 millions de PEA en 2016, mais il n'y en avait déjà plus que 6,1 millions en 2017, donc les gens continuaient à fermer leur PEA, et puis surtout la population des actionnaires titulaires de ces PEA vieillissait, puisque selon un sondage réalisé par l'AMF, les actionnaires de plus de 55 ans avaient doublé en 10 ans. Pour représenter 57% des actionnaires individuels en 2005 par rapport à 1980, par rapport à 10 ans plus tôt, tandis que les moins de 45 ans, eh bien, leur part a baissé de 32% à 22%. Alors comment on fait pour le rajeunir, le PEA alors? Pardon ? Il y a une volonté de le rajeunir, le PEA? De rajeunir le PEA, absolument. De rajeunir le PEA, eh bien, ça, c'est un projet qui est porté de longue date, on peut le rappeler, par nos amis de la Fédération des clubs d'investissement et des investisseurs individuels, la F2IC, et donc qui a demandé la création d'un PEA jeune. Alors on se dit un PEA jeune, mais est-ce que c'est pas un peu gadget, un PEA pour les jeunes, à quoi ça sert? En fait, le PEA, comme vous le savez peut-être, est limité aux contribuables. C'est-à-dire que dans un foyer fiscal, il n'y a que les contribuables, le père, la mère, enfin en tout cas les contribuables, qui peuvent avoir un PEA. C'est quand même très embêtant puisqu'il peut y avoir dans ce foyer des jeunes qui voudraient s'intéresser, peut-être au cours de leurs études d'économie dans une école de commerce ou tout simplement par goût, s'intéresser à la bourse et avoir leur plan d'épargne en action pour commencer même petit, mais à s'intéresser à la bourse. Jusqu'à maintenant, c'était totalement impossible, tout simplement juridiquement impossible, puisqu'on ne pouvait pas avoir plus que deux PEA par foyer. Cet amendement, dans la loi Pacte, prévoit que les jeunes de 18 à 25 ans
puissent ouvrir un PEA, même s'ils sont rattachés à leurs parents dans le sans foyer augmenter fiscal, le plafond. sans augmenter le plafond. Alors le Un plafond, plafond reste identique. plafond identique, Le plafond de 150 000 euros de versement. est apprécié sur l'ensemble du foyer. Non, non, le plafond, il est par PEA. 150 000 euros de versement maximum par PEA. Quand il n'y avait que 2 PEA, c'était 150 d'un PEA, 150 de l'autre, pour le PEA classique. Ensuite, vous savez qu'il y a aussi le PEA PME. Ouais. Mais le PEA jeune, ça viendra, entre guillemets, PEA jeune, ça viendra au-dessus, enfin en plus, s'ajouter? En plus, absolument, l'idée, si cet amendement est confirmé, c'est d'avoir un PEA jeune, donc que l'on puisse ouvrir un PEA quand on est rattaché au foyer fiscal de ses parents et qu'on n'est pas indépendant fiscalement, qu'on n'est pas un contribuable, et ensuite, eh bien, le garder. Mais quel plafond? Eh bien, le plafond classique du PEA, et puis surtout, il y a cette idée qui est dans la loi Pacte également, de cumuler les deux plafonds. C'est un autre amendement qui est dans la loi Pacte qui propose que le plafond de 150 000 euros du PEA et le plafond de 75 000 euros de versement dans le PEA PME puissent être finalement universalisés, harmonisés, fusionnés pour que les contribuables puissent choisir en priorité l'enveloppe qu'ils veulent remplir. Ce qui en gros permettrait de mettre 225 000 euros sur son PEA classique si on n'a pas envie d'aller prendre des risques inconsidérés sur les valeurs du PEA PME d'Alternext qui ont parfois des modalités d'information pas très claires. Voilà, douteuse diront certains. Donc un PEA pour les jeunes et puis surtout, on finit là-dessus, un assouplissement des règles du PME et là c'est hyper intéressant. Oui, absolument. Ça, parce que jusqu'à présent, c'était quand même un des gros handicaps, enfin des grosses pénalités du PEA, on va dire le PEA se tirer une balle dans le pied. Hein, c'est que les gens qui étaient intéressés pour faire fructifier leur patrimoine en bourse, pour leur retraite, en action, dans le financement de l'économie productive, donc dans le PEA, si jamais on retirait ces sous. Quand on faisait un retrait entre 5 et 8 ans, ça entraînait la fermeture du PEA. Exactement. Fermeture du PEA ne veut pas dire vendre des titres, mais transformation du PEA en compte titre ordinaire. Enfin, voilà. Et on ne pouvait plus l'alimenter. Et on ne pouvait plus l'alimenter. Retrait du PEA après 8 ans, jusqu'à maintenant, n'entraîne pas fermeture du PEA, mais on ne peut plus faire de versement. C'est terminé, même si on n'avait pas atteint le plafond avant. Eh bien, l'amendement qui est dans la loi Pacte, en espérant qu'il soit confirmé, permettrait que le PEA soit un petit peu comme l'assurance vie, où on puisse rentrer, sortir, revenir selon ses possibilités, ses besoins, sans que ça entraîne un blocage du plafond de versement. Voilà. Ça serait une petite révolution quand même. Hein. Absolument, et on espère le départ d'un renouveau de considération pour les épargnants individuels qui veulent investir en actions, qui n'ont pas été très bien traités par le système et les intermédiaires depuis quelques années. Voilà, merci pour ces conseils, surtout ces commentaires signés Gilles Pouzin, donc journaliste évidemment et fondateur du site de la déontologie financière, site de presse en ligne déontophi.com. Merci Gilles. Merci David.